connaissez sans doute tous l'affaire du gang des barbares, également appelée l'affaire Ilan Halimi. Ilan, enlevé dans la région parisienne, et ensuite séquestré et torturé en janvier 2006 par un groupe d'une vingtaine de personnes se faisant appeler le gang des barbares, dirigé par Youssouf Fofana. Leur choix se porte sur Ilan Halimi, car du fait de son appartenance à la communauté juive, il est censé, selon eux, être riche. Pour ceux qui connaissent, mais qui ont tout de même envie de se replonger dans ce fait divers d'une rare cruauté, et ceux qui veulent découvrir l'histoire d'Ilan Halimi, je vous invite à suivre la vidéo. Ilan Halimi, de son nom de naissance Ilan Jacques Eli Halimi, est le fils d'une famille juive marocaine, né le 11 octobre 1982. Il est vendeur dans un magasin de téléphone mobile se trouvant à Paris, boulevard Voltaire. Le soir du vendredi 20 janvier 2006, après avoir dîné chez sa mère jusque tard dans la soirée, il appelle sa petite amie pour lui dire qu'il va boire un verre avec un collègue de bureau, Fred. Mais en fait, il rejoint en voiture Yalda, dite aussi Emma, une jeune fille qui l'a draguée dans son magasin une semaine plus tôt et qui l'a appelée pour passer une soirée avec lui. À 22h50, il appelle Karim, son meilleur ami, et lui propose de venir se joindre à lui. Mais ce dernier refuse l'invitation, trop fatigué. C'est au niveau de la porte d'Orléans qu'il a pris un verre avec Emma et qu'ensuite il pense la raccompagner chez elle dans la banlieue sud de Paris, vers Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Mais à peine sorti de son véhicule, il est roué de coups par des individus qui tentent d'appliquer un chiffon imbibé d'éther sur son visage. Il se débat et l'appelle à l'aide, mais il l'assomme et le jette dans le coffre d'un 4x4, le menotte et lui couvre les yeux et la bouche ensanglantée avec du ruban adhésif. À 2h30 du matin, donc ce 21 janvier 2006, sa petite amie Moni, avec qui il vit, constate que Ilan n'est pas rentré. Sa voiture n'est pas là, donc elle décide de l'appeler à plusieurs reprises, mais tombe systématiquement sur sa messagerie. Elle laisse plusieurs messages, mais très inquiète, elle téléphone à ses amis et à la famille de Halimi. À 19h05, le téléphone sonne. Elle croit que c'est Ilan qui l'appelle, mais en fait, il s'agit d'une voix d'un homme qu'elle ne connaît pas, qui lui demande de se rendre sur une adresse internet et que, ainsi, elle aurait des nouvelles d'Ilan. Elle se connecte immédiatement à l'adresse mère855@hotmail.fr et elle ouvre le premier message. Et ce qu'elle lit est terrifiant. Nous sommes en possession d'Ilan et sa vie est en danger. Nous réclamons 450 000 € pour le 23 janvier 2006. Affolée, elle appelle immédiatement Karim pour qu'il se connecte aussi. Karim découvre le mail et ouvre la pièce jointe. S'affiche sur son écran une photo de son ami Ilan, le visage scotché, avec un pistolet sur la tempe et dans les mains le journal du jour pour authentifier la date de la photo. Karim, Moni et les parents d'Ilan se donnent rendez-vous au 36 quai des Orfèvres, mais ils ont peur. Si les ravisseurs découvrent qu'ils ont prévenu la police, Ilan risque d'être tué. Il passe la porte du 36 et la police judiciaire se saisit de l'enquête. Les enquêteurs ne comprennent pas pourquoi Ilan a été choisi pour une rançon. Sa famille n'a pas de fortune personnelle et gagne à peine le SMIC. Karim raconte aux policiers que Ilan avait rendez-vous avec une fille le soir de sa disparition. D'après ce que Ilan avait raconté à Karim, la jeune fille était assez jeune, esthéticienne et de type maghrébin. Et elle viendrait de Sceaux, en banlieue sud de Paris. Et c'est justement à cet endroit que borne le téléphone d'Ilan le soir de sa disparition. Un nouveau mail arrive chez Moni, et cette fois-ci, les ravisseurs lui annoncent que la remise de rançon aura lieu à Châtelet-Léal le lendemain matin. Ils exigent que Moni se rende au hall accompagnée de 10 personnes pour lui remettre la somme de 450 000 €. Puis, ils changent d'avis. Ils veulent un virement électronique et aucun billet. Bien sûr, Moni n'est pas en mesure de réunir une telle somme. Et les ravisseurs prennent contact cette fois-ci avec le père d'Ilan, en espérant avoir ce qu'il demande. Dili Halimi, le père, doit gagner du temps avec les ravisseurs afin que la police puisse avancer dans l'enquête.
Tous les messages électroniques sont envoyés depuis des cybercafés, ce qui rend difficile la localisation. Mais pourtant, les experts en informatique du 36 quai parviennent à géolocaliser l'adresse IP d'un ordinateur depuis un cybercafé rue Poirier-Narcet à Paris 14e. Le gérant de la boutique se rappelle un homme africain baraqué. Le lieu est alors placé sous surveillance. Certains appels proviennent même de Côte d'Ivoire. L'enquête piétine. Alors les policiers décident de se concentrer sur la jeune fille avec qui Ilan avait rendez-vous. Le mercredi 25 janvier, la police arrête un certain Marc qui aurait été en contact téléphonique à plusieurs reprises avec une jeune fille qui travaillerait non loin de la boutique d'Ilan. Il est placé en garde à vue et il est interrogé toute la nuit. Et il s'avère que la jeune fille, qui se ferait appeler Léa, avait réussi par l'intermédiaire d'un collègue à récupérer le numéro de téléphone de Marc et l'aurait appelé à plusieurs reprises afin de lui donner rendez-vous pour se voir dans la soirée. Marc, sous son insistance, aurait accepté, mais avait dû annuler au dernier moment. Et il a sûrement évité la mort. Il établira un portrait robot de la fille en question, mais qui ne ressemblera pas du tout au portrait fait par Karim. Est-ce la même personne, ou y a-t-il plusieurs filles qui agissent dans le quartier? Les policiers sont maintenant certains qu'il s'agit d'une bande organisée dont le cerveau est peut-être en Côte d'Ivoire. Cela fait maintenant une semaine qu'Ilan est enlevé. Les mails envoyés sont de plus en plus menaçants. Durant ce calvaire, Didier Alami, son père, reçoit des coups de téléphone, des messages, des mails, en tout 600 à 700 appels des ravisseurs, souvent insoutenables, dont des menaces de mutilation. Les policiers lui dictent toutes les réponses pour temporiser afin d'essayer de localiser les ravisseurs. Les policiers refusent de céder au chantage et la rançon ne sera pas versée. Au bout de quelque temps, quand la police autorise enfin Didier Almi à déposer une rançon contre son fils, les malfaiteurs lui donnent plusieurs consignes et rendez-vous, le menant jusqu'à Bruxelles, où le père ne trouve encore personne pour l'échange. Il est à bout. Le samedi 28 et dimanche 29 janvier, aucun appel de la part des ravisseurs. Les ravisseurs se tournent alors vers le rabbin Thierry Zini. Il reçoit un message sur son répondeur. Il y a un juif qui a été kidnappé. Il faudra aller pour avoir une preuve de ce que je vous dis dans le 6e, rue Sainte-Beuve, au 3e étage. Il y a une cassette qui prouve qu'il y a un juif qui a été kidnappé. Aucun dérapage ne sera toléré. Il prend le message très au sérieux et se rend immédiatement au commissariat. Il sera orienté vers le 36 quai des Orfèvres. Les policiers se chargent alors d'aller récupérer la cassette. Dans cette cassette, des menaces, une rançon contre la vie, et en fond, la voix très faible d'Ilan. Il demande de l'aide et supplie de ne pas prévenir la police. Le rabbin connaît Ilan. Il est venu le voir un mois auparavant pour parler de religion. Le rabbin reçoit plusieurs mails. Les ravisseurs exigent qu'il fasse une cagnotte afin de réunir la somme demandée. Et les policiers parviennent à localiser l'ordinateur des ravisseurs. Le 1er février, la traque commence. 400 policiers sont déployés dans Paris, 14 cybercafés, 7 cabines téléphoniques et 8 axes routiers sont sous surveillance. À 18h50, une consultation internet est en cours rue de la Fidélité, à Paris. Cette consultation vient de se passer dans un cybercafé qui n'était pas sous surveillance. Le temps que les policiers arrivent, l'homme avait déjà quitté les lieux. Un homme noir d'environ 1,80 m, dont le visage est dissimulé par un bonnet. Le 3 février, les enquêteurs extraient des caméras de vidéosurveillance le visage ou plutôt la silhouette de l'individu, auteur du dernier mail. C'est à ce moment-là seulement qu'une alerte enlèvement est alors déclenchée. Le 36 quai des Orfèvres est contacté par la police locale qui les informe qu'1 mois auparavant, qu'une affaire d'enlèvement s'était produite sur un agent immobilier, avec comme appât une jeune esthéticienne non loin de Bagneux. Après avoir bu un verre, l'agent immobilier dépose Léna à la porte de son immeuble. Il descend du véhicule pour lui ouvrir la porte et il est agressé, bâillonné et menotté. Il est traîné dans le parking de l'immeuble par 4 hommes. Il se fait insulter de sale juif, se fait frapper.
Il sera constaté 96 impacts sur le haut du crâne. Il hurle et des voisins appellent la police. Il échappe de peu à l'enlèvement. Ça ressemble bien à ce qui se passe avec Ilan. Les policiers décident de piéger les ravisseurs en envoyant le père avec la rançon. 112 000 €. Les billets sont marqués et la valise tracée. La photo des billets est envoyée aux ravisseurs. Mais ces derniers baladent le père d'Ilan et finalement la transaction ne se fera pas. La police décide alors de changer de méthode et rompt le contact avec les ravisseurs. Durant les semaines qui suivent, Halimi est le plus souvent laissé dans un peignoir de bain ou dénudé sur le sol, dans la rudesse de l'hiver, attaché, le visage scotché, complètement momifié. Nourri à la paille de boissons protéinées, torturé par plusieurs geôliers à tour de rôle, d'abord dans un appartement vide et non chauffé, dans la cité Pierre-Plate, à Bagneux. L'appartement doit être récupéré par le gardien le lendemain, alors Fofana transfère en pleine nuit Ilan dans une cave de l'immeuble mise à disposition par le concierge. Ilan doit uriner dans une bouteille et faire ses besoins dans un sac plastique. Les geôliers battent Ilan à chaque occasion. Ils ne lui parlent pas, ils ne le touchent qu'avec des gants. Il est torturé par ses bourreaux. Il est brûlé avec des mégots de cigarettes. Des coups de cutter sur le visage. Le 12 février 2006, les geôliers d'Ilan reçoivent l'ordre de le préparer pour sa libération. On nettoie son corps toujours menotté, pas avec de l'eau, avec de l'acide, afin d'effacer les preuves ADN. On lui rase ses cheveux, certaines touffes de cheveux sont arrachées. Et dans la nuit du 12 au 13, Fofana le prend sur son dos, enveloppé nu d'un drap, pour le charger dans le coffre d'une voiture volée. Il le balance le long de la voie ferrée. Il recevra des coups de couteau dans la gorge, de l'essence est déversée sur son corps et une allumette balancée. Un automobiliste qui circule le long de la départementale 25 croit apercevoir une forme humaine le long des voies ferrées. Il appelle immédiatement la police. Découvert nu, tondu, bâillonné, menotté, défiguré, le corps brûlé et agonisant, le 13 février 2006, le long des voies ferrées du RERC à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il est pris en charge par les pompiers, mais Ilan Halimi meurt peu de temps après son transfert à l'hôpital. L'autopsie réalisée le 13 février à l'hôpital d'Évry en Essonne révèle des brûlures sur 80% du corps, de multiples hématomes et contusions, une plaie à la joue faite au cutter et 2 plaies à l'arme blanche sous la gorge. Mais le médecin conclut: aucun des coups n'est mortel. Ce n'est donc pas un coup isolé qui a provoqué la mort, mais l'ensemble des violences et tortures subies pendant les 3 semaines de séquestration. Il apparaît aussi que le froid et la faim ont contribué à l'affaiblissement de la victime. La police judiciaire du Quai des Orfèvres fait immédiatement le lien avec l'affaire sur laquelle elle travaille, à savoir l'enlèvement d'un homme de 23 ans, disparu depuis 3 semaines. Il décide de rendre public le visage d'un des ravisseurs et le portrait robot de la rabatteuse de l'enlèvement raté de l'agent immobilier. La France découvre cette histoire barbare. Et dès le lendemain, une demoiselle se présente au commissariat de Montrouge et déclare être la jeune fille représentée par le portrait robot. Elle voulait un peu d'argent avant Noël et son copain lui a présenté Mohamed, un black, qui vit dans la même cité qu'elle, à Bagneux. Son rôle? Draguer des juifs et les emmener à la coulée verte, à Sceaux. Il serait enlevé et rendu contre une rançon. La jeune fille refuse de donner le nom de son petit ami, ce qui permettrait à la police de remonter jusqu'à Mohamed. Mais après une nuit de garde à vue, elle craque et déballe tout. Son copain, c'est Jérôme Ribeiro. Il est dans le coup aussi. Les enquêteurs interpellent le 16 février Ribeiro. Il sera le premier du gang à être arrêté. Il raconte qu'il a rencontré un certain Django, qui lui a proposé de l'argent pour séquestrer un homme durant 3 jours dans un appartement de la cité de la Pierre-Plate à Bagneux. Ils seront 10 à se relayer en 3 semaines. Ribeiro balance tous les noms. Le lendemain, la police interpelle tous les geôliers. Le chef Django
est le chef du gang. Et il s'appelle en fait Youssouf Fofana. Et il s'est enfui en Côte d'Ivoire. La police alerte alors les autorités ivoiriennes qui diffusent la photo de Fofana, qui sera arrêté lors d'un contrôle routier et placé en garde à vue à Abidjan le mercredi 22 février. 3 jours après la mort d'Ilan, alors qu'il se trouvait encore à Abidjan, Fofana appelle le père de la victime pour lui demander s'il était content, et l'insulte. Il appelle également la petite amie d'Ilan pour la menacer. Qui est Fofana? Youssouf Fofana est né le 2 août 1980 dans le 12e arrondissement de Paris. Il est le cerveau des barbares, autoproclamé, surnommé lors de cette affaire le boss ou Django. Il est le 5e enfant d'une fratrie de 7. Sa mère, Fatoumata, était femme au foyer et le décrit comme un enfant sage, obéissant et respectueux. Petit, il voit une orthophoniste pour son bégaiement qui le complexe. Les Fofana déménagent à Bagneux, dans la cité du Prunier-Hardy. La scolarité de Youssouf Fofana au collège Joliot-Curie de Bagneux est catastrophique. Il n'a pas réussi à obtenir son BEP de comptabilité au lycée professionnel. Dès l'âge de 16 ans, il cumule les petits délits, 13 sur sa fiche de police. Et il est condamné 5 fois entre 2000 et 2003 pour vol, violence volontaire, 2 braquages et agression d'un policier. Il a déjà passé 4 années en prison. Il est donc bien connu des services de police et d'Interpol. Son père raconte que Youssouf est très croyant. Il fait la prière 5 fois par jour et va à la mosquée de Bagneux. Mais par contre, il ne travaille pas. Sa seule obsession est gagner de l'argent très vite. Il croit avoir trouvé le moyen de toucher de l'argent facilement. Il tente de racketter des gens aisés mais n'y parvient pas. Fin 2005, il a une nouvelle idée et décide d'enlever des personnes. Il monte un groupe. Il demande à Tiffaine, une copine de la cité, de recruter des filles. Elle accepte, elle est fascinée par Fofana et veut contribuer au plan. Elle recrute Emma. Sorour Arbabzadeh, dite Yalda ou Emma. Elle a servi d'appât pour piéger Ilan le 20 janvier 2006. D'origine iranienne, elle est arrivée en France à l'âge de 11 ans en 1998. Sa mère infirmière est réfugiée politique et son père est décédé dans un accident de voiture en Iran. Emma est instable et immature. En 2001, à l'âge de 14 ans, elle aurait été violée par 3 garçons, mais sa mère a retiré sa plainte après avoir appris que sa fille aurait été consentante selon les déclarations des 3 auteurs. Suivie par un juge pour enfants de Bobigny et des éducateurs spécialisés, elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Élève de seconde à l'internat du Thiais dans le Val-de-Marne, multi-redoublante, elle est considérée comme une élève médiocre. Et après avoir rencontré Fofana, elle est devenue la maîtresse de plusieurs voyous du gang des barbares. Séductrice et influençable, Emma aime plaire. Avec le chef de clan dominateur, elle s'est sentie valorisée. C'est elle qui a choisi Ilan et qui lui a tendu le piège qui l'amènera à la mort. Pendant sa garde à vue en Côte d'Ivoire, un journaliste réussit à s'introduire à la PJ et interviewe Fofana. Racontez-nous l'enlèvement de Ilan. L'enlèvement, il a été fait à des fins financières. Qu'est-ce que vous avez à dire à la famille d'Ilan? Que leur enfant ne s'est pas tué. Et qu'est-ce que vous avez à dire à votre mère? J'ai pas de mots à dire à ma mère. Ce dernier pense qu'avec sa nationalité ivoirienne, il ne sera pas extradé vers la France, mais il se trompe. Ses avocats essaient de s'opposer en vain à son retour vers la France. Il a finalement été extradé le 4 mars. Car en effet, Youssouf Fofana est né dans l'Hexagone et ne s'est jamais prévalu de la nationalité ivoirienne. C'est un citoyen français. Il est entré en Côte d'Ivoire avec un passeport français. Il était muni d'un visa, ce que tout étranger fait lorsqu'il vient de rentrer dans un pays. Et c'est donc un Français qui est en fuite. La France affrète alors un Airbus A310-40 avec une dizaine de gendarmes pour rapatrier Fofana sous très haute sécurité. À son arrivée en France, il est aussitôt mis en examen
pour association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration en bande organisée, avec actes de torture et de barbarie, et assassinat, avec circonstances aggravantes, de faits commis en raison de l'appartenance de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Une fois emprisonné, il signe des lettres à la gloire de la Palestine et contre le capitalisme juif, des Allah Akbar en tête. Fofana a reconnu avoir prémédité l'enlèvement d'Halimi depuis décembre 2005 lors d'un séjour en prison. L'avoir séquestré, lui avoir porté plusieurs coups de poignard et avoir donné l'ordre de le saigner, car il ne pouvait plus garder. Il s'est ensuite ravisé et aurait ordonné qu'on le lave à l'acide afin d'effacer toute trace d'ADN. Cependant, il nie l'avoir tué et charge ses complices sur le point. Le procès des 27 accusés, 18 hommes et 9 femmes, s'ouvre le 29 avril 2009 à la cour d'assises spéciale pour mineurs du Palais de justice de Paris. Dès la première audience, Youssouf Fofana se livre à des provocations. Il arrive tout sourire et lance le doigt en l'air un Allah vaincra. Lorsqu'on lui demande son identité et sa date de naissance, il répond et donne le 13 février 2006 à Sainte-Geneviève-des-Bois, date et lieu de la mort de la victime, Ilan Halimi. La cour siège à huis clos, plusieurs accusés étant mineurs au moment des faits. Fofana est reconnu comme l'organisateur qui a emmené Halimi dans le coffre d'une voiture volée jusqu'au bois, près de Sainte-Geneviève-des-Bois, le long d'une voie ferrée. Il lui a tranché la gorge et aspergé de white spirit avant de l'incendier et le laisser sur place. Il est condamné le 11 juillet 2009 à la peine maximale pour ce crime, soit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Emma, quant à elle, a reconnu avoir servi d'appât pour amener Halimi dans leur repère. Elle a également reconnu avoir été conduite en voiture par Youssouf Fofana, boulevard Voltaire à Paris, s'être rendue dans la boutique de téléphone où il travaillait, l'avoir trouvé mignon et lui avoir demandé son numéro de téléphone qu'elle remet à Fofana, qui l'attend dehors. Celui-ci lui dit « Avec toi, je sens que je peux faire de bonnes affaires. Vu ton physique, tous les garçons tomberont dans le panneau. » En février 2008, Emma écrit aux parents de la victime pour leur confier son sentiment de culpabilité, assurant qu'elle souffre tellement de leur avoir fait autant de mal. Elle est condamnée en première instance à 9 ans d'emprisonnement, peine confirmée en appel. En 2007, elle est transférée en maison d'arrêt pour femmes de Versailles. Le directeur Florent Consalves s'éprend d'elle. Emma, qui devient pour ses co-détenus la directrice, aurait tiré de cette relation certains privilèges. L'affaire s'évente. Emma est ensuite transférée à Fresnes. Elle est reconnue coupable de recel et condamnée en correctionnel à 8 mois de prison ferme. Elle sortira de prison en septembre 2012 au bénéfice d'une libération conditionnelle. En 2012, Fofana se filme à l'intérieur de la prison de Clairvaux et poste sur YouTube une quinzaine de vidéos où il développe une rhétorique antisémite et islamiste qui lui vaudra 7 ans de prison supplémentaire pour apologie du terrorisme. Il est aussi connu pour faire du prosélytisme islamique en détention. Fofana a été incarcéré dans plusieurs établissements pénitentiaires. Le 10 février 2014, il agresse un surveillant de l'administration pénitentiaire à l'aide d'un stylo. Il sera condamné à 3 ans de prison supplémentaire. Il est considéré comme un détenu ingérable, du fait des nombreuses pathologies mentales dont il souffre. En 2017, il est condamné à 10 ans de prison supplémentaire, assorti d'une période de sûreté de 2/3 pour tentative d'extorsion et menace de mort, remontant aux années 2002 à 2005, à l'époque où, à travers des courriers menaçants, il se faisait passer pour un messager du Front de libération de la Palestine ou pour un collecteur d'impôts révolutionnaires pour tenter de racketter des milliers d'euros à plus de 40 personnes notables, dont des présidents directeurs généraux de grandes entreprises, des notaires ou des médecins. Au cours de sa détention, il s'est pacsé avec une détenue de la prison de Rennes, condamnée dans la même affaire. Seulement, depuis que la jeune femme a été libérée, elle ne lui aurait plus donné de nouvelles. Après plusieurs profanations, Ilham Halimi est inhumé en février 2007 au cimetière Har Amenuot à Jérusalem,
en Israël, dans une section spéciale. Ces deux enterrements sont espacés d'exactement une année, selon le calendrier hébraïque. Sur sa pierre tombale est désormais écrit Ilan Jacques Halimi, torturé et assassiné en France parce qu'il était juif à l'âge de 23 ans. Si cette affaire vous a touché, je vous conseille de regarder le film 24 jours, qui retrace ce fait divers tragique.